Fabrice a recueilli les confidences de Pierre la semaine qui a suivi l'acte 3, cet acte qui a vu le saccage de l'Arc de Triomphe. Partagé entre son plaisir à avoir participé à un mouvement historique et son angoisse à l'idée que ce trouble puisse encourager des phénomènes de violence anarchique, à la fois profondément destructeurs et surtout récupérés par des tendances politiques dont il ne comprend pas le jeu, Pierre se disait tenté de tout abandonner. Il ne voyait plus clair dans ses propres motivations. Pourquoi continuer à protester quand on sait que les médias, bon an mal an, ont relayé les revendications? Ne suffit-il pas de laisser désormais jouer la démocratie, c'est-à-dire d'observer la nouvelle offre politique et de voter en conséquence aux prochaines élections? Mais si cela ne suffit pas, si la classe médiatique reste sourde à la colère exprimée, faut-il en tirer les conséquences et assumer des discours plus radicaux, c'est-à-dire des discours flirtant avec l'éloge de la violence, voire la contestation de la démocratie? Pierre ne s'en était pas senti capable au lendemain de l'acte 3. Il estimait sa colère très saine et plutôt simple, la colère d'un homme aux ambitions modestes et aux intentions louables, et c'était la spontanéité des premiers élans qui avait fait la beauté du mouvement. Maintenant que la violence venait prolonger cette éruption, tout se brouillait, et jusqu'à la pureté des intentions premières. Au fond, contre quoi Pierre et les siens s'insurgeaient-ils? Contre des malentendus, contre des hommes, contre un système? Il éprouvait le besoin de faire une pause afin de clarifier sa position. Fabrice buvait ses paroles. Le spectacle se déployait sur les écrans comme dans le discours de son ami. Mais Pierre est reparti. Dans le train du samedi suivant, alors que le soleil se levait à peine, il s'est dit qu'il irait un peu plus loin dans la foule, qu'il pousserait sa curiosité jusqu'au contact avec la police. Non pour commettre des violences, mais pour éprouver l'existence de cette frontière, turbulente, entre une masse de revendications légitimes et la fin de non-recevoir opposée par le pouvoir. Pour la première fois de sa vie, il avait le sentiment de quitter la zone grise des incertitudes. La lutte prenait enfin une forme définie. L'adversaire s'incarnait dans ses lignes de CRS, le combat se matérialisait par ses jets de projectiles et par ses jeux de reculade et d'avancée. Dans ces moments, l'adversaire devenait un ennemi. Qui donc pourrait faire ensuite la différence? Par ailleurs, Pierre se posait beaucoup de questions sur l'irruption des voyous de banlieue dans ce genre de trouble. Il commençait à mettre des mots sur ce qui le gênait vraiment. Ce n'est pas la violence de ces jeunes, encore qu'il trouvait ça lamentable. Ces pillages, ces agressions vraiment violentes pour le coup, puisqu'il était avéré qu'il y avait bien souvent volonté de tuer des policiers, ce qui n'avait jusqu'à preuve du contraire jamais été le cas des Gilets jaunes. Ces atmosphères de soulèvement lui faisaient penser au tiers-monde, à quelque chose de radical et de désespéré, quelque chose d'un peu sale. Mais puisque le mouvement des Gilets jaunes prenait ce chemin de la violence, il aurait été malvenu de critiquer les modes d'action d'autres groupes. Non, ce qui gênait Pierre était précisément cette intrusion d'un groupe étranger au mouvement. Il devait se l'avouer, il était jaloux. Pendant des années, les gens des campagnes avaient ressenti des choses contradictoires à propos des émeutes de banlieue. De l'agacement, voire de la colère, devant ces scènes de saccage dont ils ne comprenaient pas la raison et dont ils se sentaient victimes en tant que membres d'une communauté nationale qui faisait les frais de la rancœur. Mais aussi de l'envie, puisqu'ils voyaient des populations prendre du plaisir à détruire les symboles d'un pouvoir qu'elles n'aimaient pas. Jusqu'à maintenant, les gens des campagnes ressentaient un malheur croissant, qui n'allait cependant pas jusqu'à la détestation d'un système entier. Cette limite était désormais franchie. Désormais, la colère passait aux actes et les campagnes apprenaient à commettre des agressions physiques contre les représentants du pouvoir en place, ou du moins le réapprenaient, car des analystes à la télévision rappelaient qu'il avait toujours existé des jacqueries. Il est drôle de réaliser qu'il existe des inconscients collectifs qui se réveillent alors qu'on les croyait éteints. Alors, que les jeunes de banlieue ne leur volent pas ce moment, qu'ils ne mettent pas leur grain de sel dans un mouvement auquel ils ne prenaient pas vraiment part, qu'ils laissent les médias comprendre qu'une nouvelle forme de violence émerge et qu'elle est le propre des provinces françaises, certes imitée en partie de celle des banlieues, mais pour de tout autre motif. Cette confusion des groupes et des messages a culminé dans les tags que l'on retrouvait au lendemain des manifestations,
et dans les analyses qui en étaient faites. Pierre est-il par exemple le seul à s'agacer qu'on ait retrouvé « Justice pour Adama » tagué sur l'Arc de Triomphe? Non seulement ce slogan est la preuve que les pires moments de violence, le saccage de l'Arc de Triomphe restera sans doute dans les esprits l'acmé des dérives brutales du mouvement, ont été en partie entretenus par des jeunes de banlieue ou par des Black Blocs soutenant leurs revendications, ce qui interdit les analyses trop simplistes et ce qui empêche également de pouvoir observer ce qu'aurait pu donner une manifestation des Gilets jaunes chimiquement pure. Mais il a été peu relevé par les médias, si bien que les Gilets jaunes sont donc passés aux yeux de l'opinion publique pour plus violents qu'ils ne le sont vraiment. S'agissait-il, de la part des analystes et des hommes politiques, de ne pas stigmatiser les populations de banlieue? S'agissait-il au contraire, et par opportunisme, de laisser penser que les Gilets jaunes étaient seuls responsables des saccages? D'autant que d'autres vidéos montraient des Gilets jaunes, entamant la Marseillaise, protéger la flamme du soldat inconnu, ce qui contredisait l'idée qu'ils auraient délibérément et en masse dégradé des symboles profonds de l'unité nationale. Autre tag ayant suscité la controverse, ou plutôt l'absence de controverse, un tag très souvent observé, mais parfois mal interprété, et de façon spectaculaire. Le A cerclé des anarchistes. Encore une fois, Pierre s'en émeut pour deux raisons distinctes. La présence de ce symbole en lui-même et l'interprétation qui en est faite. Au moins la gêne ressentie l'a-t-elle obligé à réfléchir au sens profond du mouvement. Et il le dit aujourd'hui très clairement, les anarchistes n'ont rien à voir avec l'impulsion première, qui était une réaction épidermique à l'augmentation de certaines taxes de la part de gens qui travaillent et qui n'aspirent donc pas à l'anarchie. Certes, la défiance vis-à-vis de l'État pourrait être interprétée comme une aspiration commune avec les anarchistes, mais elle est superficielle. Dans ce qui constitue l'État, Gilets jaunes et anarchistes ne s'attaquent pas aux mêmes choses. Les premiers s'insurgent contre un ordre qui les défavorise, les seconds contre le principe même de l'ordre étatique. Ça n'est donc pas tout de même la même chose, et sur ce point, qui lui paraît essentiel, Pierre trouve les médias défaillants. Ces derniers sont payés pour éclairer les choses et pour les distinguer, et ils ne s'acquittent pas de cette tâche élémentaire.